Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc à côté de moi il y a Bastien Dubois. Bonsoir, bonjour Bastien, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci de me recevoir. Alors Bastien Dubois, pour celles et ceux qui ne savent pas, est réalisateur de films d'animation. Il y a quelques jours de cela, un ami me suggère d'aller voir une page CNC dans laquelle on apprend que Bastien Dubois donc, a remporté un prix au Sundance, le prix du meilleur film d'animation, c'est ce que tu me disais hors champ, pour son troisième et dernier film qui s'appelle Souvenir, Souvenir, qui est un court-métrage. Et ça s'est fait en quelques jours, l'invitation, on a découvert ses films et il fallait absolument discuter avec lui. Sur Microciné, on n'a pas l'habitude, on essaie de questionner un peu tous les cinémas, toutes les géographies et toutes les spécificités cinématographiques. C'est la première fois que je dialogue avec un réalisateur de films d'animation et donc c'est pour cela que je suis doublement satisfait et assez content et vous pouvez sur cette page là donc retrouver le film Souvenir Souvenir qui est encore accessible sur le site d'Arte jusqu'à, me disait Bastien, octobre, mais qui est accessible pour certains pays francophones dans la France et d'autres, voilà. Donc il y a cela, et puis il y a aussi l'ensemble ses précédents films comme Madagascar, Carnet de voyage qu'il a réalisé en 2009-2010 et Cargo Culte en 2013 et d'autres teasers, des choses comme ça que vous retrouverez sur sa page Vimeo que je vais bien évidemment indiquer sur la page. Alors on va commencer l'entretien. Et habituellement, quand je reçois un invité, surtout un réalisateur, j'ai tendance à lui poser une question sur une image marquante qu'il aurait, qui peut-être date de son enfance et qui aurait un lien avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc pour le coup, une image marquante qui aurait un lien avec le fait que aujourd'hui tu fasses des films d'animation. Est-ce qu'il y aurait pour toi une image marquante? Est-ce que tu t'en souviendrais de cette image marquante? Alors, donc cet entretien n'a pas été préparé et les questions ne m'ont pas été envoyées à l'avance. Donc, c'est pas évident. C'est jamais évident de donner un élément marquant comme ça, une référence de film qui nous a donné l'envie ou des références artistiques. C'est toujours un peu compliqué parce que je pense que chacun est nourri par des tonnes et des tonnes d'inspirations différentes. Là, comme ça, j'aurais du mal à en citer une. Je dirais juste que quand j'étais petit, on n'habitait pas très loin de la toute petite bibliothèque municipale qui à côté de chez mes parents dans un tout petit village. Et donc je pense que d'avoir pu avoir accès à une profusion de bandes dessinées et de livres, ça m'a donné envie de raconter des histoires. À la base, je voulais être auteur de bande dessinée. Donc l'envie de raconter des histoires et de dessiner, c'est peut-être plus venu par là. Après, s'il faut citer des références cinéma, en fait, le cinéma est venu par étapes, est venu progressivement. C'était pas, je me suis jamais dit quand j'étais petit, plus tard, je serais auteur de cinéma d'animation ou de film. Je me voyais bien d'abord auteur de bande dessinée, puis dans le jeu vidéo. Donc j'ai fait des études de cinéma d'animation pour travailler dans le jeu vidéo. Et pendant ces études de cinéma d'animation, en fait, c'est là où j'ai pris goût à ce format de court-métrage et que je me suis dit que je pouvais faire mes propres films. Parmi les films que tu voyais à l'époque, que ce soit des films d'animation, des films en 2D, est-ce qu'il y avait un genre cinématographique que tu aimais bien? Je pense que j'ai été baigné par le nouvel Hollywood, donc tous les films de Scorsese, Voyage au bout de l'enfer. Enfin, voilà, c'était le cinéma qui était à la mode quand j'étais enfant. Et c'était un cinéma adulte qui me questionnait vraiment sur des futurs questionnements que je pourrais avoir en tant qu'adulte. Mais en fait, avoir accès à ça en tant qu'enfant, ça ouvre une petite lorgnette pour un enfant qui va voir ça, il va dire oh là là, mais il y a beaucoup de choses qui m'attendent, des questionnements qui peuvent m'attendre. Et ça, je trouvais ça assez excitant. Et je trouve toujours que ça a été quelque chose qui m'a vraiment hameçonné quoi, sur cet aspect film.
Il y avait un critique de cinéma qui s'appelait Serge Danet et qui disait que quand il a commencé à voir que le cinéma allait devenir un élément fondamental dans sa vie, il disait que le cinéma lui promettait un monde différent, un monde d'adultes. Est-ce que quand toi tu découvres ces films-là, est-ce que tu as cette impression aussi, cette sensation qu'avec ces films-là, même qui vont te préparer à tes années d'apprentissage, ton monde adulte, est-ce que pour toi le cinéma à ce moment-là te promettait aussi un monde différent? Oui, ben, comme je viens de le dire, après, c'était encore une fois pas avec l'ambition d'être réalisateur un jour. C'était vraiment purement, comme je pense, on est tous nourris par les œuvres qu'on rencontre au fil de notre vie. D'accord. Euh, Pourquoi je te pose la question par rapport au genre cinématographique? Parce que quand j'ai découvert Madagascar et puis aussi Cargo Cult, euh, enfin, je pensais fortement à ces romans d'aventure comme ceux d'Herman Melville ou peut-être un peu Conrad, mais un petit peu, et aussi tous ces genres de films hollywoodiens d'aventure. Il y a quelque chose comme ça qui ressort de ces deux courts-métrages. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Et le troisième, Souvenir, le sujet est totalement différent. Et là, c'est même dans la manière de travailler le plan et même aussi dans ta manière d'être dans le plan parce que autant on te voit un petit peu dans Madagascar mais tu t'effaces très vite et c'est nous spectateurs qui marchons quoi et toi tu te mets de côté dans Cargo Ocul on te voit pas alors que dans Souvenir lié à l'histoire ton histoire personnelle est évident quand on te voit dans ces plans. Avant de discuter de Souvenir, j'aurais bien voulu qu'on parle un peu d'avant de Madagascar. Euh, euh, comment dire, comment on arrive à... Alors Madagascar déjà, il faut savoir, c'est qu'il a été nominé pour, tu disais l'Oscar, j'avais lu l'Oscar en 2011 du meilleur film d'animation. Ouais, c'est Euh, ça. Qu'est-ce qui est fait qu'on arrive à Madagascar? Quelle a été la genèse pour arriver à cette histoire-là? Alors, donc Madagascar, c'est mon premier film professionnel, enfin mon premier film en tant qu'indépendant. J'avais fait un film de fin d'études auparavant à l'école à Supinfocom. Ouais. Et avant de rejoindre cette école de cinéma d'animation, j'avais fait donc d'autres études d'art, plus dans les arts appliqués pour la communication visuelle, etc. Et entre la communication visuelle et l'école de cinéma d'animation, j'avais fait un voyage en autostop. Pendant 2 mois, j'étais parti de Lille jusqu'à Istanbul. Et j'avais ramené un gros carnet de voyage. Je faisais beaucoup de dessins d'observation. Et j'étais inspiré en cela par pas mal d'auteurs, d'écrivains voyageurs, genre L'usage du monde, Bouvier, les carnets de voyage, euh, pour citer les plus connus, Titouan Lamazou, ou Blin, Benjamin Flao, etc. Et dans la peinture, peut-être aussi inspiré par des peintres un peu, on va dire, orientalistes ou exotisants, type Gauguin. Mhm. Et dans la bande dessinée, Corto Maltese. Donc, tout des récits, en fait, qui sont pas du cinéma, Mhm. mais qui m'ont forgé, qui m'ont inculqué une envie de voyage, un goût du voyage et un goût d'aller voir ailleurs. Euh, Après, c'est quelque chose que je suis en train de questionner aujourd'hui, dans le sens où je me demande si toutes ces inspirations, c'est des choses vers lesquelles je suis allé spontanément ou si c'était une forme d'injonction finalement euh, à, euh, à aller voir ailleurs. Et si ces références-là ne sont pas un peu obligées pour un jeune garçon en construction, auquel on va dire, il faut que tu ailles voir ailleurs, il faut que tu ailles explorer, parce que un homme ne doit pas avoir peur d'aller explorer, il doit être un conquérant. Et c'est des questionnements que j'ai eus très très tard, notamment en faisant mon dernier film Souvenir, qui parle de la colonisation en Algérie. Et donc, bon, à cette époque-là, voilà, quand j'ai fait Madagascar, j'avais pas encore ces questionnements-là. Et donc, nourri de romans d'aventure et d'exploration et de récits de voyage sur la route, etc., je suis parti à Madagascar pendant 1 an et j'ai fait un film carnet de voyage. Donc, en fait, j'avais ramené plein de dessins de mon voyage à Istanbul et je voulais en faire un livre. Et j'ai commencé à étudier l'animation. Et pendant que j'étudiais l'animation, j'ai transformé mes dessins fixes, mes dessins plats,
j'ai mis du volume avec la 3D. Et en fait, on pouvait rentrer dans les dessins. Je me suis dit, ça, c'est vachement intéressant. J'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, plutôt qu'essayer de faire un livre, carnet de voyage qui a déjà été fait 1000 fois, pourquoi pas essayer un nouveau format, c'est-à-dire un carnet de voyage animé. Et c'est de là qu'est venue l'idée de mon film sur Madagascar. Je ne savais pas sur quel pays partir. Et dans ma classe, il y avait une fille originaire de Madagascar qui venait juste de rentrer d'un voyage là-bas et qui m'a donc raconté des choses sur son pays d'origine et qui m'a donné envie d'aller de faire le sud, de prendre Madagascar comme sujet du film. Donc après l'école, je suis parti pendant 1 an là-bas avec un ordinateur portable, du matériel de dessin, un appareil photo. J'ai loué une petite chambre et je voyageais, je faisais le film, je voyageais, je faisais le film. Là, je faisais des alternances pendant 1 an. Ensuite, je suis rentré en France et j'ai fait encore 1 an pour finir le film. Donc, grosso modo, on va dire 1 an de travail à la fabrication des images. Voilà, donc ça, on va dire les références pour ce premier film étaient beaucoup plus littéraires et dessinées que film d'animation ou que film de prise de vue réelle. Cargo Cult, c'est le deuxième film que j'ai réalisé. Il traite de... En fait, il a pas mal de liens avec Madagascar parce qu'il raconte aussi c'est aussi un peu une étude sur un rite funéraire, mais cette fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, j'ai essayé de prendre une approche assez différente, c'est-à-dire que Madagascar, j'étais dans un format quasi documentaire où je suis allé sur place, j'ai passé beaucoup de temps sur place, je montre les choses comme je les ai vécues. Cargo Culte, j'ai plus voulu faire une fable dans laquelle je gardais des éléments du culte, du cargo, mais je prenais beaucoup de latitude pour au final raconter autre chose et raconter plus un espèce de questionnement mystique, un personnage qui questionne sa cosmogonie, sa place dans l'univers, et pas forcément que sur un plan religieux, mais aussi sur un plan de qu'est-ce qui est en train de devenir sa civilisation, comment réagir face à, là en l'occurrence à la modernité, mais aussi à des catastrophes à venir, ou aussi des questionnements sur la consommation, sur le consumérisme, sur le désir perpétuellement renouvelé de posséder des choses nouvelles. Et donc voilà, pour moi, c'était moins une approche documentaire et plus un prétexte pour exposer les questionnements d'un personnage au cœur de son habitat habituel, on va dire. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'était assez évident, mais je mets du temps des fois pour comprendre les choses. J'ai réalisé que c'était aussi un film dans lequel je me mettais en scène finalement, parce que je pense que le papou, le personnage principal, c'est un petit peu moi. Et ensuite, j'ai fait une série pour Arte qui s'appelle Portrait de voyage. Donc, c'est 20 épisodes un peu sur la même veine que Madagascar Carnet de voyage. Donc, c'est encore des carnets de voyage, mais beaucoup plus courts. Ils font 3 minutes sur 20 pays différents. Et qu'on a fabriqué là dans une autre démarche Madagascar. J'étais pendant 1 an à Madagascar, j'ai fait une grosse partie du film tout seul. Là, sur Portrait de voyage, il a fallu rationaliser, il a fallu faire 20 épisodes en 1 an. Et donc, j'avais une équipe de 15 personnes. Il a fallu trouver des astuces pour collecter des histoires, les enregistrer, les mettre en scène, les dessiner, les peindre et fabriquer tout ça. Donc, c'était une démarche différente. Qui avait des aspects positifs et des aspects négatifs. Je peux revenir là-dessus plus tard si tu veux. Et donc le dernier film, c'est Souvenir, donc, que j'ai terminé il y a à peu près 1 an. C'est un film qui m'a habité pendant très très longtemps. C'est-à-dire qu'avant même que je sache que je voulais faire des films d'animation, j'avais déjà commencé à réfléchir à ce projet. Parce que à l'époque où je voulais faire de la bande dessinée, donc j'étais encore mineur à cette époque-là, j'avais commencé à faire des dessins sur base de photos de mon grand-père dans l'idée de faire une bande dessinée. Et c'était déjà une tentative pour moi d'entrer en communication avec lui par le biais de ses dessins. Donc peut-être faudra expliquer un peu plus de quoi traite
traite le film avant d'en parler, ou alors je sais pas si les auditeurs vont Non, mettre juste, pardon, c'est très complet, hein. Je t'ai posé une question sur Madagascar, c'est très complet, je te remercie. Mais juste revenir sur Madagascar, après on parlera de bien sûr. souvenirs. Madagascar, je suis très surpris par ce que tu dis, parce que tu me parles effectivement de ces, de quelques références d'aventure et d'initiation. Et c'était un parti pris que dans Madagascar, on te voit si peu, on te voit les quelques premières minutes, et puis ensuite tu t'effaces comme cela. Est-ce que c'était quelque chose qui était pour toi assez évident? Oui, il y avait une vraie volonté en fait de vite passer la main au spectateur et qu'il puisse se mettre à ma place et vivre l'expérience. D'ailleurs, il y a de plus en plus de visions subjectives au fur et à mesure du film. Et Ouais. l'idée est vraiment de passer le relais et que le spectateur vive l'expérience à travers mes yeux. Et donc, si ça avait tenu qu'à moi, j'en aurais même encore mis moins. Moi. Et en fait, voilà, il y a eu une petite discussion avec le producteur, savoir à quel point fallait que j'apparaisse ou pas. Euh, mais non, le- ma volonté dans le fait de faire des films, c'est pas uniquement de me mettre en scène, même si je le fais trop à mon goût, mais c'est de raconter des histoires. Et, euh, et, euh, et là, souvenir, en l'occurrence, j'avais pas le choix de beaucoup me mettre en Oui. scène. Mais par exemple, Portrait de voyage, je me mets un petit peu en scène en amorce de chaque épisode au début, puis c'est pareil, on essaie de passer le relais. Et on m'a un peu obligé à faire une prise de voix son une fois que les films étaient finis pour que je fasse, pendant que les gens parlaient ou qu'il se passait des trucs, pour faire des ah ah, oh là là, pour en fait me remettre un peu ma présence dans les films quand moi j'essaie d'être un peu discret. Donc voilà. Euh, Mais ce qui est fascinant oui, dans Madagascar, pardonne-moi de t'interrompre, c'est que on sent que tu as envie de questionner, enfin, tu as envie de raconter une histoire en utilisant toutes les possibilités narratives ou même techniques. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que à aucun moment on est complètement déboussolé et perturbé. À chaque fois qu'il y a un plan qui arrive, tu as une manière de raconter le récit. Tu changes constamment de positionnement de la caméra, mais aussi de manière de raconter. Et c'est foisonnant, ça vit, c'est jamais... alors que dans Cargo Cult, c'est totalement différent. Tu prends le temps de temps en temps de suspendre le temps et de t'intéresser à une grenouille ou des petites choses comme ça. C'est des moments qui m'ont fait penser à... Pardon, je suis dans les références cinématographiques, mais pour le coup, mes images marquantes sont très liées au cinéma, mais moi, ça m'a fait beaucoup penser au film de Terrence Malick. Et ça c'est. En fait, tu sais quoi? Je vais te faire une confidence. Cargo Cult, je me suis dit, ah, tiens, en fait, Cargo Cult, c'est peut-être le court-métrage qu'aurait pu faire Terrence Malick sur ces deux gars qui ont déserté avant qu'ils se fassent rattraper par Sean Penn et toute la tiraille. bah c'est ouais, c'est complètement nourri par le film de Terrence Malick complètement. Il y a des plans, il y a des plans qui sont des hommages à la ligne rouge. Il y a des plans qui sont. En fait, tout à l'heure on parlait du nouvel Hollywood. Ouais. Euh, ce film-là, Cargo Cult, voilà, j'avais envie un peu de prendre un autre angle par rapport à Madagascar et j'avais envie aussi de rendre hommage à un cinéma que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Euh, qui est, il y a beaucoup de références à Scorsese dedans, à, John Borman. Il y a Ouais, des du monde. références à Platoon, il y a des références à pas mal de films en fait où j'ai vraiment étudié certains plans Mm. pour les insuffler dans le film. Pareil sur l'approche musicale, j'avais envie d'avoir un jeu entre une musique inspirée de la musique de film un peu à l'américaine, parce que Ouais. pour recontextualiser le film, c'est en gros une rencontre entre deux peuples, l'armée américaine et une tribu papou, et donc un papou qui est au milieu de ça, qui essaie de questionner un peu la place de sa tribu face à ces nouveaux éléments de cette armada qui arrive. Et je me suis amusé à faire un petit jeu de quand on voit
les Papous, il y a de la musique de film à l'américaine, et quand on voit les Américains, il y a de la musique Papou. Donc un peu de jouer sur des petites bascules comme ça. Et voilà, ce répertoire type musique un peu grandiloquente, orchestrale, etc., c'est pas trop mon registre, mais là, je voulais un peu marquer ça. Donc oui, tu as complètement percé à jour. Non mais c'est très très Bravo. beau. Et puis surtout le fait que ces deux films, et ça par contre tu me l'apprends, hein. Il y a toujours ce même questionnement sur la société, sur le monde dans lequel tu vis. Mais les deux films, selon moi, ils ont deux mises en scène totalement différentes. Et quand tu fais ces deux films, est-ce qu'il y a Souvenir qui est là quelque part euh, dans ton coin et qui peine à sortir? Oui, complètement. Comme je disais tout à l'heure, en fait, Souvenir, j'avais commencé à faire des dessins, donc je dirais, on va dire, ouais, autour de 2002-2003, donc Ah oui. j'étais plus majeur, j'étais plus mineur, j'étais majeur, mais 2002-2003, j'avais commencé à faire des dessins. 2005-2006, je parlais d'en faire un film. J'étais à l'école. Donc, j'étudiais le cinéma d'animation et je pensais déjà à ce film. J'ai fait Madagascar. Quand j'ai fini Madagascar, je me suis reposé la question de faire ce film. J'ai commencé à écrire dessus. J'ai fait Cargo Culte. J'ai repris Souvenir et j'ai commencé à faire des vrais dossiers de demande de financement CNC. Mhm. Donc, Mhm. c'est les premières traces, on va dire, que j'ai de choses que j'ai pu retrouver concrètes, de dossiers un peu élaborés. Et finalement, je l'ai repris vraiment à fond, on va dire, je veux pas dire de bêtises, je pense que c'était il y a 5 ans. Euh, Où en fait, il y a eu, en fait, c'est pas que j'avais pas la volonté de le faire, c'est que j'avais un cheminement personnel à faire pour comprendre en fait quels étaient les enjeux de ce film, quelles étaient les problématiques de ce film, et surtout réussir à appréhender mon propre déni. Parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes où je voulais faire un film sur mon grand-père, sur la guerre d'Algérie, où en fait je traitais ça comme un sujet extérieur à moi. Je traitais ça comme la question de mon grand-père ou la question de la France vis-à-vis de l'Algérie. Et c'est à partir du moment où j'ai réalisé qu'en fait, j'avais moi-même des choses à questionner sur pourquoi je mettais autant de temps, pourquoi j'avais autant de mal, pourquoi quand j'enregistre une femme algérienne qui témoigne pour ma série, je décide de ne pas garder l'épisode parce que, soi-disant, la voix elle n'est pas d'assez bonne qualité, il va falloir mettre des sous-titres, ou on ne peut pas traiter de la guerre d'Algérie en 3 minutes. Or, dans le film, ben, je mets l'extrait et on comprend très bien ce qu'elle dit, et ça dure 1 minute 30, et il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est tout, voilà, toutes des choses qui m'ont. Un parcours à travers lequel il fallait que je me démène pour comprendre que finalement, j'étais moi-même dans le déni, et je ne faisais pas le travail que je prétendais faire. Je disais à tout le monde, je suis en train de faire un film sur la guerre d'Algérie, je suis en train de faire un film sur mon grand-père qui raconte rien, mais comme il raconte rien, j'arrive pas. Non, il racontait rien parce que j'étais pas capable de le mettre en condition de raconter. Et je faisais aussi tout pour qu'il ait des échappatoires et qu'il ne soit pas en me, voilà, qui puisse s'échapper et qui ne raconte pas, et donc que ça bloque. Donc c'était un temps nécessaire. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que voilà, il y a Madagascar, j'ai fait il y a 10 ans. C'est un film qui présente là encore une ancienne colonie française sous un jour, on va dire, assez orientaliste, carte postale, tout est beau, c'est génial. Les voyages, c'est cool. Et puis en plus, c'est chouette, il parle français, donc c'est pratique. Et qui questionne absolument pas les questions de anciennes colonies, etc. Et on pourrait penser que Souvenir, c'est un film que j'ai pu faire 10 ans après, avec un autre point de vue sur un autre pays qui a été colonisé par la France, une autre approche, et dans une démarche beaucoup plus, voilà, comment dire, euh, de
d'avoir un point de vue plus fort, plus politique, plus établi et de dénonciation sur la colonisation. Et on pourrait penser que c'est le fruit d'une maturation et une réaction à Madagascar. Or, je pensais déjà à Souvenir avant de connaître même l'existence de Madagascar. Et par contre, c'est pas du tout des questions qui m'ont effleuré avec Madagascar. Je me suis jamais dit, ah tiens, c'est aussi une... Enfin, bien sûr que je connaissais l'histoire de la colonisation malgache par la France, mais j'ai pas accolé ça avec l'histoire de mon grand-père ou avec l'histoire de l'Algérie. Pour moi, c'était vraiment dans deux cases différentes. Et le cerveau, des fois, il fait des trucs comme ça, il fait des partitions. Ce qui est assez incroyable dans ton film Souvenir, tu l'as dit, hein, ça raconte l'histoire d'un. D'abord, ça raconte l'histoire d'un enfant, toi, qui découvre une espèce de bocal. À l'intérieur, il y a un scorpion qui, qui a été empaillé, plus ou moins. C'est un scorpion Il est mort. dans C'est du ça. formol, ouais, dans de l'alcool. Voilà. Et c'est là que tu apprends que ton grand-père a été en Algérie. Puis tu grandis, puis tu vois un peu, enfin, il y a l'histoire qui fait que tu apprends qu'il y a eu quelque chose là-bas, et il était là-bas, et donc et c'est à ce moment-là, tu l'as dit toi-même, que tu essaies de savoir ce qui s'est passé, et il te raconte ce qui se passe, mais il te raconte toujours les mêmes choses. En gros, même ton papa que tu appelles, il te dit, bah, ça c'était bien l'Algérie, il a passé de bons moments, les gazelles, tout ça. Et, et c'est vraiment un film très très beau, je trouve, très très douloureux. C'est pas évident de questionner ce pan de l'histoire de la France, mais aussi de l'histoire de l'Algérie. Et dans ce film, il y a deux façons aussi de raconter l'histoire. Il y a, ce projet que tu avais, et que tu l'expliques très bien, qui finalement est un projet très violent, où les personnages même sont grimés de manière assez particulière. Et puis, pardon. Et puis il y a l'autre histoire, c'est-à-dire toi qui une espèce de making-of. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce film, c'était une manière aussi pour toi généralement, on veut toujours raconter, certains cinéastes veulent raconter la vie de certains de leurs membres de famille qui ont eu des histoires extraordinaires, ou en tout cas des histoires importantes, et ils se disent, c'est dommage que je n'avais pas de film de l'époque, il n'y a pas de film de l'époque, il n'y a pas de film de l'époque. Et j'ai l'impression que toi, c'est aussi une manière pour toi c'est l'image manquante, quoi. Voilà, tu cherches l'image manquante, et tu sais pas comment faire, en fait. Donc parfois elle est violente et un peu complètement hors sujet, et parfois elle est douce, c'est-à-dire toi qui te cherches des questionnements. En fait, ce film, ta générosité nous dit, voilà mes questionnements, mes doutes, mes erreurs aussi, et c'est l'image manquante. Ce film est une image manquante, j'ai l'impression en tout cas pour toi. Donc ce que tu appelles les images douces, pour moi, c'est le carnet de vie, on va dire. Donc c'est mon Ouais. carnet comme un journal intime un petit peu. Et la partie un peu plus cartoon dégueulasse, on va l'appeler comme ça, en fait, au début, ça illustre mes tentatives de faire un film. C'est mes premiers essais, on va dire, qui sont une approche d'un adolescent qui veut dénoncer des violences, etc. Donc, il met le paquet. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec ce style cartoon, c'est que on a réussi, en fait, de par la narration et la contextualisation, à ce que ça puisse illustrer autant les fantasmes d'un enfant qui va dire waouh, mon grand-père a fait un voyage incroyable, et donc partir sur quelque chose de très doux, et ensuite d'être avec du punk et avec des mecs qui font n'importe quoi, et quelque chose de très 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 violent, et puis qui reviennent et que ce soit ambigu et qui deviennent comme ça un peu comme un peu des fantômes d'une zone grise, où à chaque fois qu'ils reviennent, on ne sait pas trop ce qu'on va se prendre dans la gueule. Et puis, et en fait, ils sont un peu comme ça à flotter dans cet entre-deux. Et pour moi, l'idée, c'était que ces personnages finissent par incarner. Au départ, ils incarnent un fantasme, puis une tentative de film, puis euh, ma problématique. En fait, c'était une façon de mettre en forme ma problématique de mon lien avec la question de comment je traite ce problème. Et ils finissent par apparaître, en fait, dans mon quotidien. Et les deux styles finissent par se mélanger. Je ne sais pas si tu as noté ça. À la fin, pratiquement à la fin aussi. Voilà, bon, c'est pas beaucoup, hein, mais l'idée, c'était de montrer que finalement, ça devenait une obsession
et qu'ils vivaient avec moi, quoi. Mais comment on en sort de ce film-là, de cette manière oui, de cette histoire et de ce film-là? On en sort comment? Euh, Bah, plutôt bien. Enfin, j'ai pas. En fait, c'était très très compliqué à faire. J'ai vraiment galéré. Autant les précédents films que j'ai faits, c'était le, la motivation, le moteur, c'était le plaisir, c'était de me faire plaisir à faire les films que j'avais envie de faire, à raconter les histoires que j'avais envie de raconter. Et même si c'est toujours compliqué de faire un film, il y a toujours des moments douloureux, c'est beaucoup de travail, on s'immole vraiment dans le travail avec. Faut pas être là à compter ses heures, c'est beaucoup de boulot. Mhm. Donc il y a des. Mais là, sur Souvenir, c'est un autre registre. C'est-à-dire que c'était pas un film que j'avais foncièrement envie de faire, c'était un film que je devais faire. Et donc, des fois, il a été aussi très difficile à porter pour ça, parce que le film raconte avant tout euh, les errances d'un réalisateur qui n'a pas envie de faire son film et qui bute. Donc c'était un triple, quadruple level de difficulté et donc ça m'a vraiment rincé. Mais par contre, a posteriori, je suis content d'en être débarrassé entre guillemets, d'avoir fait ce film que je devais faire. Euh, et mais je suis pas traumatisé Oui, oui, donc par j'imagine. l'expérience. J'imagine. Est-ce que Je me sens plus soulagé que j'imagine traumatisé. que après les choses seront différentes aussi dans la manière de. Ou c'est vraiment une parenthèse ce film et la parenthèse est refermée. Tu vas continuer à faire des films avec le même style ou est-ce que cette parenthèse a des répercussions maintenant sur comment questionner le style, questionner une manière de raconter l'histoire? C'est une bonne question. Je pense que je pourrais pas y répondre directement. Je vais faire plus de généralités, mais je pense que chaque film dans la carrière d'un auteur ou chaque bande dessinée ou chaque livre va forcément alimenter, nourrir et questionner le suivant. Euh, j'ai plusieurs projets en écriture. Je peux pas en parler Oui, oui, non, directement, non, il n'y a mais pas de souci. euh, chaque, euh, chacune de ces idées est bien sûr questionnée à l'aune des précédents films. Et le problème avec Souvenir, en l'occurrence, c'est que c'est tellement une histoire perso que c'est difficile après d'écrire une fiction et de mettre autant de choses en fait. Hmm. Donc là, je me sens un petit peu. Voilà, c'est marrant que tu poses cette question parce que c'est un questionnement que j'ai depuis 24 heures sur le film que je suis en train d'écrire, de me dire il n'est pas aussi fort que Souvenir, il y a un problème. En fait, je pense pas qu'on puisse être toujours aussi fort, surtout quand voilà, c'est de tels enjeux personnels et émotionnels. Donc, il va quand même falloir que je déconstruise un petit peu cet aspect. Et voilà. Mais son indiscrétion, encore deux, trois questions. Son indiscrétion, quand tu vois le générique final, quand on voit le générique final, pardon, les personnes qui ont doublé certains des personnages, si je me trompe pas, il y a bien sûr toi tu te doubles réellement, enfin c'est vrai, c'est ton personnage, mais il y a aussi des membres de ta famille, si j'ai bien compris. Mon père a fait sa voix, euh, D'accord? ma grand-mère a fait sa voix. D'accord. Et par contre, mon grand-père, c'est un ami de mon grand-père qui a fait sa voix parce que d'une part, je pense pas qu'il aurait été en mesure de le faire parce que ça Oui. aurait pas été son truc. Et puis, en fait, au moment où j'enregistrais les voix, il avait fait un AVC, donc il était plus capable de parler. Mais donc, je suis allé voir j'ai fait le tour de ses amis en vélo ma liasse de feuilles de scénario et mon micro. Et puis j'ai fait un ami, un deuxième ami, un troisième ami. Le troisième, c'était le bon. Et je trouve que les deux, ma grand-mère et ce monsieur qui a fait la voix de mon grand-père, les deux, ils sont incroyables, quoi. J'aurais jamais pu trouver des comédiens pros, je pense, qui auraient fait un tel. Parce qu'il y a l'accent du Nord, il y a la spontanéité. Enfin, et ma grand-mère a rejoué des discussions qu'on a eues. Et je trouve qu'elle a réussi à mettre un naturel là-dedans qui est hyper fort, quoi. Il y a un seul comédien pro dans le film, c'est la personne qui a fait Aziz, donc Oui. le,
le mec qui bosse dans un bar avec qui j'ai une discussion dans une ruelle. Et il y a une autre voix qui est notable, c'est donc la grand-mère algérienne qui témoigne pendant un tournage de motion capture. Mhm. Et donc, ce qui est une vraie prise originale de la situation à laquelle on assiste. Donc, on va dire que c'est le moment le plus documentaire, parce que tout le reste a été rejoué. Il n'y a pas de voix comme ça que j'avais enregistrée ou j'avais anticipé, parce qu'à chaque fois, c'est des choses qui ressortent comme ça, quoi. J'ai pas toujours un micro, je suis pas en train d'enregistrer 24 heures sur 24 les conversations que j'ai avec les gens. Et donc, voilà, il y a ce moment qui est vraiment particulier où c'est la vraie prise du tournage qui a été fait pendant la série et que j'ai remis en scène. Donc, c'est un tournage qui était en motion capture où donc on enregistrait les mouvements en 3D. Et j'ai récupéré uniquement la voix, donc j'avais pas les informations de 3D. Donc on a réanimé en 2D un tournage donc c'est un petit hommage aussi à Léo Carax dans son film où il y a des scènes. Non, non, non. C'est pas les Amants du Pont-Neuf, hein? Non, c'est. Je sais plus où il est dans une limousine. Ah oui, Holly Motors, oui, effectivement. Holly Motors, c'est vrai. Et il y a comme ça. Je trouve ça marrant de mettre en scène des tournages ou des backstage de cinéma. Et là, c'était vraiment super en tant qu'animateur de pouvoir animer un tournage de motion capture, donc qui est une technique pour enregistrer des mouvements en 3D avec un style 2D. Enfin, j'ai bien aimé cette petite mise en abîme. Contrairement à Cargo Cult, dans Souvenir, ça va très très vite. Hein. Ça foisonne d'idées narratives au niveau de la technique, mais ça va aussi très très vite. Et je sais pas comment tu as fait. Voilà, c'est ta petite cuisine, c'est ton petit secret, mais ça va très vite et ça tient. Je veux dire, on arrive à suivre, alors que c'est quand même une histoire assez particulière. On a l'impression d'être dans les coulisses de quelque chose et ça va très très vite. Et question très lambda, mais le rythme, ce fameux rythme qui traverse tes films et qui sont plus ou moins différents, dans celui-ci, ça devait être autre chose aussi. Parce qu'on a trop peur de pas assez en dire, et puis en même temps, on a peur aussi de trop en dire. Enfin, comment tu fais pour gérer ce rythme qui est assez dynamique, et en même temps, tu mets tout ce qu'il faut et on suit parfaitement. Alors, par où je commence? Madagascar, il est très dynamique aussi, il est très vif. Et ça, je pense, c'est dû en partie à une erreur de débutant. C'est-à-dire que quand on fait de l'animation, on commence d'abord par une animatique. Donc en fait, on commence par le montage. On fait d'abord le montage avant les images, contrairement à un film en prise de vue continue. Et parce qu'on ne peut pas se permettre de produire des images et ensuite de faire le montage sur des images dev qui ont coûté beaucoup de temps et d'argent à fabriquer. Donc on fait un brouillon du film avec des voix témoins, avec des musiques témoins ou des musiques définitives si on peut. Et on met en scène avec des dessins, des vidéos à la con qu'on a filmées dans notre appart ou des vidéos chopées sur Internet ou des formes très simples en 3D pour mettre en scène le futur film et essayer de se projeter sur ce que va être le film. Et une fois que cette animatique est verrouillée, on peut commencer à fabriquer l'animation. Sur Madagascar, j'ai fait... bon, je ne vais pas revenir sur les détails, mais on va dire, comme j'ai passé beaucoup de temps à revenir sur ce montage, la musique est assez dynamique, et en fait, comme je connaissais les images par cœur, je trouvais toujours le film un peu trop lent, on va dire. Et en fait, je me disais, voilà, ce plan, on l'a vu assez, on peut passer au suivant. Ce plan, on l'a vu assez, on peut passer au suivant. Et en fait, c'est une erreur un peu de débutant parce que il faut se figurer que les gens qui vont voir le film vont voir les images pour la première fois. Ils vont être en train d'analyser l'histoire, le son, les images, ce qui se passe, l'action, etc. Le style graphique. En plus, comme Madagascar, il y a un foisonnement à chaque plan. Je change de style graphique, donc à chaque fois, il faut se raccrocher à quelque chose. Et donc, je pense que le film, il est monté 10% plus rapide que ce que moi je voyais. D'accord. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, très très bien. Ouais. Et en fait, en voyant le film à travers les yeux des spectateurs la première fois qu'il a été présenté à des gens, j'ai ressenti que le film, il était speed.
Mais avant, pour moi, il était normal, on va dire. Et les gens disaient genre, waouh, ça dépote, ça va hyper vite et tout, ça balance, on a envie de le revoir parce qu'on n'a pas tout vu, etc. Et je disais, ah merde, bah, en fait, le film il est trop rapide. Et c'était un défaut de perception. Et finalement, ça marche bien parce que ça donne au film une énergie, un peps qui n'était pas prévu. Et là où on pourrait avoir peur en se disant, ah, ce plan, il est resté trop longtemps, les gens vont se faire chier, ou à contrario, ce plan, il est trop rapide, on n'aura pas compris l'information. C'est une cuisine qui est assez difficile à se figurer. Et surtout quand on passe des mois et des mois et des mois et des mois à re-regarder la même animatique et à la peaufiner et à bouger quelques images par-ci, quelques images par-là. Cargo Cult, il y avait une volonté beaucoup plus d'être dans une contemplation et dans un rythme plus lent. Donc c'était différent. Et souvenir, moi j'avais très très peur au début de pas être assez clair dans ce que je racontais, parce que comme on saute de situation en situation, il y a un peu des voyages dans le temps, on commence une phrase avec quelqu'un, on la finit avec quelqu'un d'autre, et j'explique aussi des mécanismes d'acceptation, du déni, de tabou, de choses qui sont quand même assez complexes. J'étais tout le temps tiraillé entre ça va pas être assez clair, les spectateurs vont pas comprendre, et c'est beaucoup trop long, ils vont se faire chier. À un moment, le film faisait 17 minutes, et j'avais l'impression que c'était que à la moitié, les gens ils allaient décrocher en commençant à penser à autre chose. Pour moi, il n'y a rien de pire quand on regarde un film, on commence à penser à autre chose, c'est ma frayeur numéro un en tant que metteur en scène, que réalisateur. Et donc, je crois que là, cette peur que les gens se fassent chier a surpassé la peur de ils vont pas comprendre. Et donc, j'ai un peu plus densifié le rythme. Et aussi, il y a des contraintes pour certains festivals de durée de film, où on dit, voilà, si le film il fait plus de 15 minutes, c'est pas sélectionné, ou il y a peu de chances que ce soit sélectionné. Et donc, d'avoir aussi une contrainte de durée, c'est aussi une bonne façon de faire des choix et de se dire ça, c'est superflu. Parce que aussi, quand on est au créateur, pas de toute n'importe quelle forme de création, c'est dur de faire le deuil de choses qu'on a envie de partager, on a envie d'être généreux. Mais des fois, il faut aussi se dire, bah, y a des choses qui sont plus intéressantes et plus importantes. Donc, gardons le meilleur, gardons l'essentiel. Et donc, d'avoir une durée, c'est aussi une façon de faire le deuil de certains éléments et de faire des choix et de se dire, voilà, ça, c'est superflu ou pas. Par exemple, pour la série Portrait de voyage, donc c'est 20 épisodes de 3 minutes, et je m'étais fait un devoir que chaque épisode fasse la même durée à l'image près. Et pour une raison toute simple, c'est que comme je devais enchaîner des animatiques, faire des montages d'épisodes à rythme très soutenu, si j'avais eu la latitude de tergiverser, de me dire est-ce que peut-être je peux rajouter 10 frames, peut-être je peux rajouter 2 secondes, et comme ça cette phrase elle passe, ça rentre, bah là c'était genre ça rentre pas. Et ça m'obligeait, en fait, c'est des contraintes que je me suis imposé pour faire des choix et dire ben c'est comme ça, ce sera pas comme ça. Et des fois les contraintes permettent permettent la créativité, ou permettent de trancher sur des questions qui sinon resteraient voilà, sur lesquelles on pourrait passer des jours, voire des semaines à se tordre le cerveau pour savoir quel est le bon choix à faire. Et ce serait aussi une perte de temps, peut-être. Oui. Aussi. Dernière question, compte tenu du sujet et de la forte proximité avec le sujet dans Souvenir, hein, tu peux ne pas y répondre, ça je respecterai la discrétion. Est-ce que ce film tu l'as montré à ta famille? Oui, bien sûr, je l'ai montré à ma famille. Alors, mes 2 grands-parents sont décédés pendant le film. Mon grand-père, assez tôt, enfin pendant la fabrication, en fait, il a été malade pendant assez longtemps. Il a été plus en mesure de comprendre, de communiquer quoi que ce soit. À ce niveau-là, voilà, vis-à-vis de mon grand-père, ça m'a uniquement sur l'aspect film. Je parle pas en tant que petit-fils
grand-père, mais uniquement sur l'aspect film, ça m'a soulagé d'une certaine façon, parce que c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à lui vendre, entre guillemets, et Hmm. qu'il a eu beaucoup de mal à appréhender, et il était assez méfiant, et voilà, c'était pas évident. Et donc, quand il est tombé malade, ou voilà, son état était assez catastrophique, j'ai su que je pouvais avancer, que j'aurais pas à lui montrer. Enfin, je savais qu'il verrait pas le film, et Hmm. ça m'a soulagé de certaines questions, certains trucs qui bloquaient. Et je me demande même si j'ai pas mis autant de temps à faire ce film que j'avais Ah pas oui, besoin aussi qu'il y ait oui. voilà, de que le faire en me disant qu'il verrait, c'était compliqué. Ma grand-mère, c'était complètement différent parce qu'elle a été complètement médiatrice sur le film. Euh, elle faisait le lien entre mon grand-père et moi, et Mhm. elle essayait de nous faire communiquer. Elle comprenait très très bien ce que je voulais faire. Et j'avais vraiment envie qu'elle voie le film. Et en fait, elle est décédée d'accident. C'était assez voilà, brusque, quelques semaines avant que je finisse le film. Donc là, ça, c'était beaucoup plus dur. Hmm. D'autant que j'avais, voilà, je lui avais vraiment rien montré parce que je voulais qu'elle découvre le film dans son intégralité. Donc ça, c'était un coup dur. Mes parents, ils n'ont pas voulu attendre de le voir en salle, et ils ont eu raison parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu beaucoup de salles à cause du Covid. Le Mhm. film, il a été terminé quelques semaines après le début du premier confinement. D'accord. Mais voilà, donc on l'a regardé à la maison, et il y a eu. Je m'attendais à beaucoup de réactions et à beaucoup d'émotions, et il y en a eu très peu. Et ça m'a vraiment questionné. Je me suis dit, merde, c'était un peu mes premiers spectateurs, donc je me disais, bon, ben, le film il est raté. Je savais pas trop. Comme il y avait déjà eu quelques refus de festivals, enfin, le film a mis beaucoup de temps à décoller. En fait, il y a eu d'abord, il a été refusé à Annecy, il a été refusé à Cannes, et après, on savait pas trop sur quel pied danser parce que comme il y avait le confinement, voilà, et au début, j'ai eu un peu du mal parce que je me suis dit merde, le film il est raté. Il n'est pas sélectionné, je le montre à mes parents, ils réagissent pas. Bon, après, j'avais d'autres sons de cloche qui étaient positifs, hein, d'autres personnes de mon entourage. Mais ça m'a quand même, j'ai eu quelques mois un peu difficiles. Et ensuite, voilà, ça a démarré à partir de septembre. Là, il y a eu de plus en plus de sélections. Et là, ça marche à fond. Donc, j'espérais pas qu'il ait une telle carrière internationale. Je pense, quand j'ai fait le film, je me disais, bon, c'est un film franco-français, très bavard, assez long, un peu tordu. J'étais, Quand on voit le film fini, on se dit, ok, ça marche. Mais quand on l'écrit et quand on le fabrique, pendant longtemps, j'étais absolument pas du tout sûr de ce que je faisais. Et ça, je suis pas sûr que ce soit quelque chose que réalisent les spectateurs ou voilà, les gens qui voient le film a posteriori, mais il y a des films où je pense qu'on sait que ça marche, et il y a des films où on n'est pas sûr jusqu'au dernier moment de savoir si vraiment on va toucher notre audience, si on va être compris. Et ce film-là, c'était vraiment un numéro d'équilibriste pour moi. Et là, de voir qu'il a une vraie vie à l'international malgré le confinement. Euh, j'ai posé la question à des sélectionneurs de pays à l'étranger, de leur dire, mais voilà, vous sélectionnez mon film, je suis très content, mais est-ce que vous pouvez me dire si ça vous a posé question, le fait que ce soit aussi bavard, aussi long, et que ça parle d'un sujet que vous connaissez pas forcément, et tous m'ont répondu sensiblement la même chose, c'est-à-dire dans chaque pays, on retrouve les mêmes problématiques, les mêmes questionnements de traumatismes nationaux, familiaux, pas forcément en lien avec des guerres, hein, ça peut être de toutes sortes. Ouais. Mais bon, les guerres, déjà, il y a beaucoup de pays qui se retrouvent dans ce type de conflit à géométrie, Hmm. comment dire, enfin, tu as compris. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai un peu dérivé sur ta question, mais oui, et après, voilà, sur donc, la non-réaction de mes parents, j'aurais posé la question après, et ils m'ont dit non, non, c'était à l'intérieur, ça, mais on n'a pas réussi à l'extérioriser à ce moment-là, et j'en ai parlé avec ma sœur qui m'a dit, ben, on nous a appris comme ça, et on est comme ça, c'est-à-dire on garde les émotions à l'intérieur, on les montre surtout pas, et c'est aussi ce qui faisait un peu
la caractéristique de mon grand-père, c'est-à-dire de surtout rien montrer, de faire bonne figure, d'être de marbre, et d'aller chercher les émotions et de réussir à se parler dans un contexte comme ça, familial, où se livrer, c'est pas quelque chose qui est évident. Et ben c'était aussi une gageure pour moi, quoi. Pour faire le film. En tout cas, Souvenir, on peut le trouver sur Arte, enfin sur la page dédiée à Arte. Il y aura tous les liens, même de tes 2 précédents films se trouveront sur cette page. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de discuter avec moi autour de ces films-là, dont Souvenir, qui est vraiment un très très beau film. J'invite toutes celles et tous ceux qui ont vu cette émission à aller voir le film. Il est passionnant en tout cas. Merci et j'espère à très vite. En tout cas, peut-être pour le prochain film que tu feras très vite. On croise les doigts. Très vite, non, parce que je mets des années à faire un film. Donc, bon, voilà. Mais merci en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et les questions super pertinentes. Et j'ai hâte de voir le replay. Eh ben, dans quelques minutes. Très bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle